Allô tout le monde! Aujourd'hui une petite vidéo pour vous partager notre expérience de la grossesse au Canada. Je sais que vous étiez plusieurs à me poser des questions, donc aujourd'hui on va y répondre. Dans un premier temps, je préviens, je vais vous partager les informations que j'ai. Ça se peut qu'elles ne soient pas toutes aussi complètes que des recherches qui peuvent être faites sur internet. Donc le mieux c'est de chercher par vous-même sur les sites des gouvernements ou les sites adéquats. Donc là on va parler de ma grossesse au Canada. Après avoir expérimenté 2 grossesses, voire 3, je vous en reparlerai, en France, le petit dernier est né ici au Québec, plus précisément, et ça fut une expérience incroyable. Vraiment une expérience que j'ai jamais cru vivre dans ma vie et c'était vraiment amazing. Donc, petit point numéro 1. Donc si vous comptez avoir un bébé au Canada, plus précisément on va vraiment parler du Québec parce qu'il y a des particularités propres à la province qui ne s'appliquent pas forcément au reste du pays. Donc avoir un bébé au Canada, c'est quoi? Tout d'abord, souvent ça vient avec l'envie d'avoir un bébé. Donc on va essayer de comparer un petit peu les deux systèmes, la France et le Québec. Donc le suivi préconception. En France, dans le temps, mais je pense que je l'avais un petit peu ressenti aussi pour mes aînés. Aujourd'hui, Capucine a 10 ans, Soline a 7 ans et demi. J'ai eu une grossesse de jumeaux que j'ai malheureusement perdue au cours du 5e mois, donc j'ai pu expérimenter aussi avant. Donc souvent en France, on aime bien aller voir le médecin en amont pour préparer une éventuelle grossesse. On fait souvent un bilan de santé, on nous prescrit certaines vitamines ou des vitamines de préconception, les vitamines B9 par exemple, et là on va commencer en fait un petit peu son suivi, on aura déjà un contact avec notre médecin. Ici je ne l'ai pas ressenti, on ne peut voir un médecin que quand on est enceinte, voire même assez avancé. J'ai voulu aller voir le médecin en amont, on m'a dit non, revenez quand vous serez enceinte. Voilà. Ce qui nous amène à nous poser la question, comment on tombe enceinte? Non, je plaisante. Avant même aussi de faire un bébé, il est bon de savoir où c'est qu'on va accoucher, quel type d'accouchement on veut en fait. Personnellement, cette 4e grossesse, ce 4e accouchement m'auront fait grandir et cette fois je voulais un accouchement naturel. On va refaire la mise au point. Cette fois je voulais un accouchement naturel sans toute aide médicale, voire à la base à la maison. Donc c'est pourquoi j'ai choisi la maison de naissance. Il faut savoir que on peut accoucher ici, dans un hôpital, 2 dans une maison de naissance ou 3 à la maison. Comment s'y prendre? Donc une fois que vous êtes enceinte, c'est là qu'il faut vraiment prendre la décision de où on va accoucher, parce que en fonction des différents endroits, il va falloir s'inscrire au plus vite. Je parle surtout des maisons de naissance et même du suivi de grossesse. Donc on va parler des 3 suivis pour comparer, sachant qu'on pourra regrouper l'hôpital d'un côté et la maison de naissance et l'accouchement à la maison dans un 2e coin. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes personnes qui vont vous suivre. Nous avons expérimenté les 2 systèmes. Pourquoi? Parce que malgré que j'ai voulu m'inscrire très vite avec la maison de naissance, je n'ai pas réussi à avoir une place tout de suite. J'ai été sur liste d'attente et je n'avais pas forcément de délai avant de savoir si j'allais être prise. Donc j'ai dû choisir un suivi de grossesse en attendant et ne pas rien faire. Donc après avoir choisi où accoucher, vous allez choisir qui va vous accoucher. Pour l'hôpital, on va voir soit son médecin de famille qui fera des accouchements. Tous ne le font pas, donc déjà avoir la chance d'un médecin de famille, c'est cool.
Si on n'a pas cette chance, on va se diriger vers le suivi de grossesse avec des gynécologues accoucheurs aussi. Pareil, tous ne le font pas. Donc dans ce cas-là, on va choisir dans un listing, donc par exemple pour la ville de Laval, sur leur site internet, Laval en santé regroupait toute la liste des gynécologues ou médecins accoucheurs. À vous de faire votre choix. Après ça, vous pourrez appeler les différentes cliniques et avoir un rendez-vous avec le professionnel que vous aurez choisi. Je vous conseille quand même d'y aller par recommandation. C'est vraiment un feeling avec le professionnel et je pense que c'est important de l'avoir. Vous aurez un suivi pendant plusieurs mois jusqu'à votre accouchement. Il faut vraiment être en confiance et sentir aussi des bons échanges et quelqu'un qui répond à vos questions, surtout pour une grossesse. C'est là qu'on développe beaucoup d'angoisse et on a besoin de quelqu'un qui va répondre calmement avec des faits à nos questions et non pas juste juste aller regarder sur internet. Là c'est de quoi plus angoisser. Donc une fois votre petit plus que vous aurez eu grâce à un petit test urinaire, nous ne faisons pas de prise de sang pour valider la grossesse, ça se fait pas. Voilà, moi je l'avais demandé, on m'a dit non, pas la peine, le test pipi suffit. Donc vous demanderez un rendez-vous et vous l'aurez entre 8 à 10 semaines à peu près dans ces eaux-là. On a rarement des rendez-vous avant, j'ai pas réussi à l'avoir avant. Voilà, donc un petit peu angoissé avant, voilà. Surtout qu'on n'a pas de prise de sang, donc on ne sait pas si ça tient. Ce rendez-vous de 8 à 10 semaines, on va vous prescrire tout un bilan sanguin, vérifier toutes les choses qu'on doit vérifier au début de grossesse. Et à ce rendez-vous, ils vont même écouter, s'ils le peuvent, le cœur. Voilà, donc moi personnellement j'ai eu ce rendez-vous à 10 semaines de grossesse avec une infirmière. Ce n'était pas le médecin encore. Cette infirmière a fait tout un bilan, on a parlé de mes grossesses précédentes, là où je voulais accoucher et on a pu faire un petit examen et dans ce cas-là, elle a essayé d'écouter le cœur au Doppler et elle n'a pas réussi. Ben non, 10 semaines c'est un peu tôt. Donc ça a fini en échographie et beaucoup de stress, mais c'était bon. Donc voilà, c'est des rendez-vous au mois. Dans le système où vous accouchez à l'hôpital, vous verrez en alternance. Je parle dans mon expérience, mais je pense que des fois ça peut être différent, mais c'est souvent comme ça. Vous pourrez voir une infirmière, un médecin, une infirmière, un médecin, voilà, en alternance. Dans le suivi de grossesse classique, c'est un rendez-vous par mois et à partir de la 36e semaine, c'est un rendez-vous aux 4 jours. À partir, je le crois, de la 40e semaine, qui est ici le terme d'une grossesse, 40 semaines d'aménorrhée. Au Québec c'est ainsi, vous aurez un rendez-vous aux 2 jours, voire même à l'hôpital pour faire des monitorings et voir si tout va bien. Souvent, et je dirais hélas, les accouchements sont déclenchés à partir de 41 semaines, voire si on le peut 41 plus 3, ils vont vraiment vous parler du déclenchement. Donc à ce premier rendez-vous, vous aurez aussi la prescription pour la première échographie. Les échographies, il n'y en aura que 2 dans tout le cours de la grossesse. À 12 semaines d'aménorrhée et à 20 semaines. On ne parle pas de 22, mais ici c'est 20 semaines. Donc ces rendez-vous, vous pourrez les prendre dans les cabinets d'échographie, publics ou privés. Ici, ils remboursent les échographies de grossesse, même au privé, dans le cas de la grossesse. Ou à l'hôpital, si vous êtes suivi à l'hôpital. Après l'échographie des 12 semaines, on continue le suivi classique et on arrive à l'échographie des 20 semaines. Petit aparté sur le suivi avec un médecin accoucheur ou un gynécologue. Pour l'avoir expérimenté, j'ai trouvé le suivi et la relation avec le patient très froid. Certains, par exemple, au cours de mon premier rendez-vous avec un gynécologue, parce que j'ai voulu changer en cours de route, le médecin accoucheur dans un GMF, dans un cabinet médical ne me correspondait pas. Je me suis dirigée vers un gynécologue. Ma tension et mon poids a été fait dans le couloir. Tous les petits examens sont souvent faits comme ça dans le couloir ou devant plusieurs personnes. J'ai pu notamment aller à l'hôpital dans ce qu'on appelle une clinique gare, une clinique de grossesse à risque.
où c'est pareil, la pression était prise dans la salle d'attente et à la vue de tous, voilà. Donc ces petits examens, même s'ils sont très anodins, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave de se prendre la pression devant des gens. Elle m'a un petit peu perturbée parce que nous n'étions pas habitués à ça. En France, j'ai pu avoir des accouchements dans une clinique où j'avais mon gynécologue qui faisait mon suivi plus mes accouchements et je me rends compte qu'on avait vraiment un petit cocon avec quelqu'un à l'écoute qui répondait aux questions, qui était à l'heure à ses rendez-vous et qui répondait vraiment à mes angoisses au cours des grossesses. Donc là je suis tombée sur des personnes qui me disaient à peine bonjour, qui m'examinaient avant même de me parler de mon vécu. J'ai pas forcément aimé cette relation où j'avais l'impression d'être un numéro. Je pense que tous les expatriés vous le diront, sauf à tomber sur des perles. Le système de santé ici, il peut être très efficace, mais souvent pour des suivis classiques, on est un numéro et il nous manque ce côté un petit peu humain dans les échanges. Voilà pour l'aparté. Autre façon d'accoucher, la maison de naissance. Donc c'était mon but premier d'accoucher en maison de naissance. Je voulais un accouchement naturel. Je voulais limite accoucher à la maison si j'avais été en France. Donc c'était pour moi le choix le plus judicieux, le choix de cœur qui me rassurait en tout cas pour cette grossesse. Donc pourquoi j'ai pas pris ce chemin dès le début? Pourquoi? Parce que j'étais, malgré que j'ai appelé la maison de naissance et je me suis inscrite sur une liste dès mon test positif, je n'ai pas eu de rappel de suite. C'est-à-dire que les maisons de naissance ont des listes d'attente au vu du nombre croissant de personnes qui veulent y accoucher ou accoucher à la maison et qui veulent être suivies par des sages-femmes et il n'y a pas assez bien sûr de personnel encore et pas assez de maisons de naissance, du coup la demande est submergée. Donc vers 15 semaines, m'inquiétant un petit peu, j'ai contacté d'autres maisons de naissance où je pouvais m'inscrire et vers 18 semaines, c'est-à-dire 2-3 semaines après, j'ai eu enfin cet appel, alléluia, qui a changé toute la donne pour cette grossesse. Enfin, je pouvais faire partir mes angoisses et je pouvais voir cette grossesse sous un nouvel angle avec mes choix d'accouchement naturel. Donc le suivi sage-femme commençait. Donc le suivi dans une maison de naissance est fait par des sages-femmes. Les sages-femmes en France ont des rôles de suivi de grossesse, de suivi gynécologique de la femme, de préparation à la naissance. Ils ont vraiment un suivi global. Ils font aussi des accouchements dans les hôpitaux. Ici au Québec, les sages-femmes sont formées dans une école. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une cohorte de sages-femmes par an et sont 24. D'où le manque cruel de personnel et de maisons de naissance pour y répondre. Donc les sages-femmes ne travaillent pas en libéral, ils sont toujours affiliés à une maison de naissance et ont des fonctions en fait pour répondre aux accouchements, au suivi de grossesse, aux accouchements et au prénatal sur l'espace de 1 mois. Elles ne font pas de suivi de la femme, elles ne font pas de prescription et voilà, elles sont vraiment cadrées sur la grossesse et le bébé. Donc une fois que j'ai eu mon suivi sage-femme, j'ai pu rencontrer ma sage-femme et son binôme par la suite qui m'a été attribué, je n'ai pas pu choisir. C'était un petit peu une angoisse parce que je me disais si ça fit pas, vu comment ça l'avait fait avec les autres professionnels, les autres gynécos ou médecins en amont, dans quoi je vais encore m'embarquer. Voilà, les sages-femmes, dans les commentaires que j'ai pu avoir aussi sur des groupes, ils sont tous adorables, ils sont là pour vous, ils sont là pour bébé, on n'est pas un numéro et ils prendront le temps. Les rendez-vous prenaient du temps, ils étaient là pour répondre à mes questions, j'avais leur numéro personnel que je pouvais les joindre pendant leur heure de garde. Sinon j'avais accès aussi au numéro de leur binôme, voire à toutes les sages-femmes qui travaillaient dans la maison de naissance. Contrairement
aux médecins qui avaient pu me suivre au début, où j'avais juste un standard téléphonique qui faisait le tampon, voire même un standard de GMF, c'est-à-dire de cabinet médical global, où il était très compliqué de parler à quelqu'un. Donc dans mon suivi sage-femme, c'est pareil. Ça va être un rendez-vous mensuel, les échographies qui vous seront prescrits pour aller à l'extérieur. Et voilà, ça c'est la base pour tous. Donc chaque rendez-vous, vous aurez bien sûr votre prise de tension ou de pression ici comme on dit, l'écoute du cœur de bébé, la prise de la hauteur utérine, surtout répondre aux questions et savoir si tout va bien dans cette grosse... Petit point, ici on ne m'a jamais demandé mon poids, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas pris en compte, même si en global peut-être, mais je me suis pas sentie interrogée là-dessus et surtout jugée sur tu fais tel poids, il te faut prendre tel poids et faut pas dépasser, hein, sinon ça va pas aller. J'ai aimé ce côté humain et je vous en reparlerai pour l'accouchement. Donc en résume, j'ai eu mon suivi sage-femme après la 20e semaine jusqu'à mon accouchement, voire même après. J'ai pu rentrer dans le système et là c'était la joie. J'ai eu beaucoup d'angoisse sur cette grossesse. On parle d'une grossesse en pandémie, beaucoup de projections qui n'ont pas pu se faire, notamment d'avoir ma famille et plus précisément ma mère le jour de mon accouchement pour pouvoir être là pour les enfants. Et ça c'était pas possible, donc ça a été une angoisse tout le long de la grossesse, à savoir qui va garder les filles pour le jour J et que je n'ai pas à me soucier de ça. Pour un accouchement à domicile, petite particularité aussi, la sage-femme viendra avant la 36e semaine pour voir si votre maison, vos endroits où vous voulez, si c'est accessible pour des ambulanciers et aussi à distance raisonnable d'un service hospitalier. Mais dans un accouchement à domicile, la sage-femme vient aussi avec tout son matériel qui participera à l'accouchement et qui pourront donner des premiers soins à bébé. Et ils serviront bien sûr à réagir en cas d'urgence en fait pour pallier un souci en tout cas. Mais les sages-femmes sont vraiment formées pour détecter le moindre souci ou faire un transfert vers un hôpital. Sachant que c'est à peu près, je regardais les chiffres là récemment, c'est à peu près 16% des accouchements qui finissent en transfert, sachant que des fois les femmes préfèrent ne pas endurer trop longtemps des contractions ou alors leur col ne bouge plus depuis certaines heures, du coup ça envoie vers un transfert. C'est pas forcément dans les cas d'urgence vitale pour le bébé et la femme. J'aimerais faire une petite précision parce que je pense que vous allez m'en parler. Je parle d'accoucher à l'hôpital, mais on peut aussi accoucher à l'hôpital avec une sage-femme. J'avais oublié ce petit point. Bien sûr, la sage-femme fait l'accouchement à l'hôpital, à la maison et à la maison de naissance. Mais dans tous les cas, si vous choisissez une sage-femme à l'hôpital, vous aurez normalement un accouchement physiologique. Vous n'aurez pas le droit à la péridurale. Donc c'est quelque chose à réfléchir en amont. Mais les sages-femmes sont là pour vous soutenir jusqu'au bout et jusqu'au bout. Et aussi pour avoir un suivi sage-femme, il faut être bien sûr en bonne condition de santé. Si on fait de l'hypertension avec médicaments, si on fait du diabète avec médicaments, si on a d'autres contre-indications comme souvent la naissance, la grossesse de gémellaire ou plus, on ne pourra pas forcément répondre aux critères d'un accouchement avec une sage-femme. Mais ça représente quand même 80% des grossesses. Les sages-femmes aussi travaillent en équipe de 2 voire de 3 et ils sont joignables en fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en fonction de leur garde. Donc et au cours de justement du 3e trimestre, normalement on est amené à rencontrer les autres sages-femmes qui sont en binôme avec la nôtre pour avoir un premier contact lors de l'accouchement si c'est les deux qui sont là. Autre point que je voulais aborder, avoir une doula. Vous connaissez ce que c'est une doula? Une doula c'est une personne qui va s'occuper de toute la globalité en dehors de la sage-femme. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vous accompagner dans vos émotions, vos angoisses, qui va vous guider dans une préparation à l'accouchement par exemple. Mais toute la partie non médicale, elle va être là vraiment en support, que ce soit pendant la grossesse,
pendant l'accouchement et même le après avec l'allaitement ou même avec des angoisses qu'il peut très bien avoir après ou s'occuper de maman, du couple et aussi un petit peu de bébé après l'accouchement. Donc j'ai eu la chance d'en avoir une cette fois-ci. J'ai un petit peu cherché, j'ai pas beaucoup parce que j'ai été de contact en contact et j'ai trouvé une personne qui nous a accompagnés tout d'abord avec des 2-3 rendez-vous pré-accouchement pour me rappeler des petites bases sur l'accouchement en lui-même, mais ça m'a beaucoup aidé pour l'accouchement physiologique. C'est des choses que je n'avais pas vues et qui ont été vraiment complémentaires avec les préparations que j'ai eues avec les sages-femmes. C'est incroyable parce que c'était une préparation sur l'accouchement physiologique. Qu'est-ce que la femme est capable de faire pour accoucher, pour accompagner son enfant dans cet enfantement. Et j'ai eu 3 grossesses avant, jamais je n'avais vu ça. J'ai eu des cours de poussée, à part nous apprendre à avoir la bonne position et respirer et pousser, non, j'ai jamais su moi dans mes accouchements comment. Donc la doula nous a accompagnés comme ça, mais surtout c'est ça qui était important pour moi et Olivier, c'est d'être là le jour J, d'être là en soutien, d'être présent, de savoir nous guider pour aider à l'accouchement et à supporter les contractions jusqu'à la sortie de bébé. Donc c'est vraiment ce qui m'a manqué dans mes précédentes grossesses, d'avoir du soutien humain pendant mon accouchement. Donc le jour J, elle a été là, elle a été présente à la maison de naissance, ce qui en vient à mon 3e point, l'accouchement. Allez, c'est bon, c'est le jour J, vous sentez que c'est la bonne, à défaut d'attendre depuis des mois. Vous sentez que c'est la bonne, c'est le jour J, vous allez à l'hôpital, vous allez à la maison de naissance, vous allez à la maison, vous bougez pas. Donc là on va dire, on appelle sa sage-femme et on lui dit c'est le jour J. Donc tout le monde se rejoint à la maison de naissance. Donc vous allez à la maison de naissance et c'est ici que aura lieu votre accouchement. Donc la maison de naissance c'est une structure en fait, c'est comme un grand bâtiment avec différentes chambres, vraiment. Et même qu'il peut y avoir une cuisine, des salles de consultation et normalement, je parle bien normalement parce que moi je l'ai vécu en version Covid, c'était très restreint. Normalement on peut y recevoir nos enfants pendant l'accouchement, voire même des personnes significatives avec qui on veut le partager. On peut aussi les recevoir après, pendant l'heure ou les heures où on peut rester après l'accouchement. Donc là, pour ma part, nous sommes arrivés à la maison de naissance en pleine nuit. Il y avait bien sûr un accident sur la route et ma sage-femme et ma doula, et même l'aide natale, il y a quelqu'un qui va aider aussi à l'accouchement, était en retard. On est arrivé, heureusement qu'il y avait une autre naine natale à l'intérieur et qui nous a accueillis. Donc une fois l'accouchement passé, où les sages-femmes seront là présentes dans la pièce du début à la fin, elles seront bien sûr s'éclipser pour vous laisser être dans votre bulle avec vous et votre conjoint ou conjointe, et elles seront dédiées juste à vous. Contrairement à l'hôpital où, faute de personnel, on est bien d'accord, une sage-femme sera peut-être dédiée, une ou deux sages-femmes, à plusieurs accouchements en même temps. Donc j'ai aimé le fait d'avoir vraiment ce contact privilégié, me sentir entourée et entendue. Donc comme je vous disais, il y a aussi une aide natale qui sera là pendant l'accouchement et une deuxième sage-femme. Donc on résume, 2 sages-femmes et une aide natale. Et bien sûr, moi j'avais ma doula. Mais dans le feu de l'action, ça peut paraître beaucoup, mais non, on voit rien. Le post-accouchement, une fois bébé sorti, il aura les soins assez classiques, c'est-à-dire que d'abord on va vous le déposer sur vous, on va juste vérifier vite son test d'Apgar, voir s'il va bien, et on le laissera un petit peu récupérer sur vous
Et après on pourra vous proposer de couper le cordon si c'est ça que vous désirez rapidement. Avoir mon conjoint bien sûr, mais aussi avoir une chambre avec des lumières tamisées, d'avoir du support en permanence, de pouvoir pousser dans les positions que j'aurais déterminées, avoir bébé en peau à peau tout de suite après la naissance et ne pas me l'enlever pour tout de suite vérifier son poids, sa taille, des choses comme ça qui sont pas urgentes à faire dans la première heure. Des petites choses comme ça qui sont vraiment basiques, mais j'ai voulu leur rappeler parce que des fois des choses basiques sont pas forcément respectées, on le sait encore dans notre société. Donc voilà, j'avais construit un plan de naissance, on l'a un petit peu partagé avec ma sage-femme, surtout avec ma doula, mais c'était normal en fait avec leur suivi. Donc une fois bébé sorti, on vous laisse en peau à peau pendant à peu près 1h30 à 2 heures. Après on vous demandera, en tout cas en maison de naissance, de vous lever, d'aller aux toilettes et de prendre une petite douche. Personnellement j'ai pris une petite douche dans la baignoire pendant que bébé était en peau à peau avec papa. C'est surtout pour vérifier si vous allez bien, si vous n'avez pas trop de vertige ou de chute de tension, pour voir un petit peu votre état et voilà. Donc après vous pourrez rester dans la chambre pendant jusqu'à maximum de 24 heures. Il faut savoir qu'on vous fournira tout de suite après l'accouchement un petit plateau avec des fruits, des choses à grignoter. C'est très appréciable après un accouchement, sachant que vous pourrez manger, vous pourrez boire pendant l'accouchement. Ce n'est pas interdit. À l'hôpital, je ne pense pas non plus ici qu'il y a de contre-indications. Dites-le moi en commentaire. À peu près 2 heures après, 2-3 heures après, la sage-femme viendra vous voir, vérifier que tout va bien et elle quittera la maison de naissance et vous resterez vraiment juste avec votre conjoint et la doula si elle est encore là, si vous le souhaitez, tout le temps que vous voudrez dans un laps de 24 heures. Vous pourrez aussi avoir le midi ou dans les heures de repas un plateau que vous commanderez. Donc nous, j'ai accouché en pleine nuit à 3h30 du matin. Vers 10 h, on a demandé un petit plateau repas pour manger avant de partir parce que nous sommes partis sur les coups de 11 h. On peut quitter dès 3 h si on le souhaite. 3 heures après l'accouchement, on peut rentrer chez soi. Il n'y a aucun souci, c'est faisable, je vous le dis, c'est faisable. Dans un accouchement naturel, on n'a pas la péridurale qui va nous bloquer, nous donner d'autres sensations et donc vous serez à peu près en forme. Je dis bien à peu près, hein, surtout si vous avez passé une nuit blanche et vous avez supporté les contractions pendant plusieurs heures pour rentrer chez vous et vous reposer dans votre cocon familial, dans votre lit, sans pollution ou sans autres choses extérieures pour vous perturber, vous et votre nouveau-né. C'est vraiment important, je le pense. Donc nous sommes rentrés à la maison, nous avons récupéré les filles de nos amis qui devaient partir en vacances. Bien sûr, ils partaient juste ce jour-là, donc on a... ça s'est bien goupillé pour que bébé sorte juste la nuit avant et tout le monde est rentré à la maison. Il y a eu la présentation avec les filles et j'ai pu profiter du calme de chez moi, de mon lit, de nos repères et de monsieur aussi plus disponible pour gérer le reste. Donc voilà, vous aurez la visite de la sage-femme le soir même. Dans notre cas c'était le soir parce que c'était à peu près 24 heures après pour vérifier l'état de bébé, comment il va et vous aussi au niveau des premiers, au niveau du postpartum. La sage-femme reviendra 2 jours après pour refaire aussi un petit check-up et vous reverrez à 8 jours de vie dans le cabinet de la sage-femme, cette fois-ci dans la maison de naissance pour faire ce petit contrôle. Si vous avez accouché à l'hôpital, vous pourrez contacter le CLSC qui enverra une infirmière à domicile pour les 2 premiers examens et après à 8 jours de vie vous verrez, je crois, vous pourrez aller soit au CLSC ou soit revenir à l'hôpital. Il faudrait repréciser. À 15 jours de vie, il y a encore un rendez-vous au cabinet ou à la maison de naissance avec les sages-femmes. Et enfin, pour terminer ce suivi postpartum, donc vous aurez je crois, rendez-vous après 1 mois après l'accouchement pour faire les dernières vérifications. Petit aparté, j'ai pu aussi consulter en postpartum
suite à une prise de tension très élevée à domicile. J'avais été un petit peu suivie à la fin de ma grossesse parce que ma tension était à la limite de l'hypertension. J'avais consulté et en fin de compte c'était correct. Et donc suite à la grossesse j'avais pris 2-3 prises et un soir au 10e jour ma tension était à 20 sur 10 je le crois. Ici on note 200 sur 100 ou quelque chose comme ça. L'appareil de tension avait bipé dans tous les sens, donc grosse alerte pour moi. J'ai pu joindre ma sage-femme qui m'a tout de suite pris un rendez-vous à l'hôpital qui est affilié au service de sage-femme, et j'ai pu y aller sur place avec bébé et j'ai été pris en charge immédiatement. Ils m'ont donné des médicaments pour réduire la tension et c'est passé. Après j'ai eu un traitement pour la tension pendant quelques semaines qui en fin de compte c'était vraiment lié au postpartum et une sorte de petite prééclampsie post-grossesse, donc c'est vraiment quelque chose à surveiller. Heureusement j'ai plus de tension aujourd'hui et c'était vraiment provisoire. J'ai pu aussi expérimenter le service de CAR, le service de grossesse à risque, parce que pendant cette grossesse j'ai eu des échographies du col suite à mes antécédents d'accouchement prématuré et j'ai été pris en charge aussi en parallèle à l'hôpital du service de sage-femme pour les échos du col. Donc à chaque fois j'ai eu des rendez-vous, j'ai eu très peu d'attente, j'ai eu un bon suivi et là j'ai vraiment été contente de cette prise en charge en plus du suivi sage-femme que j'ai trouvé assez complet. Il faut savoir que les sages-femmes, dès qu'ils ont un moindre doute, vont faire un cohorte avec leurs collègues pour demander des avis, voire même ils vont référer un gynécologue à l'hôpital affilié. Donc vous n'êtes pas lâchés dans la nature, c'est vraiment des personnes qui sauront réagir au moindre souci, et ne serait-ce que si vous avez des doutes pendant pour un accouchement en maison de naissance ou à domicile, ces personnes sont formées, ils ont les matériels aussi adéquats s'il y a une réanimation par exemple à faire sur un nourrisson, sur un nouveau-né, et voilà. Donc si vous posez encore la question d'un accouchement en maison de naissance ou à domicile, essayez de vous rapprocher de la maison de naissance auquel vous êtes affilié et vous renseigner sur la façon de faire. Gros conseil, si vous avez encore des doutes, mais avant, gros conseil, inscrivez-vous dès votre résultat positif. Vous aurez tout le temps d'aller à la réunion d'information et de voir si c'est vraiment fait pour vous en attendant. Si vous posez la question vers 4 mois de grossesse, c'est trop tard pour s'inscrire. Ils prennent les dossiers jusqu'à 32 semaines, mais souvent les listes sont déjà complètes bien avant. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur la maison de naissance, n'hésitez pas, c'était vraiment une expérience incroyable. Ça se décrit pas, c'était très intense, c'est vraiment le mot qu'il faut dire, et chacun de mes accouchements ont été très bien, j'ai eu la chance, mais c'est vraiment mon accouchement préféré, celui qui a été... Et j'ai oublié de vous parler de quelque chose le plus important en fait dans la grossesse et l'accouchement et le après surtout, du congé maternité et du congé parental. Donc petite chose un petit peu complexe ici, le congé, on va parler de la maman pour l'instant, ça va être plus simple. Donc le congé maternité, ce qui peut se succéder au congé parental, il va y avoir 2 régimes. On va trouver d'abord le régime particulier et le régime de base. Le régime de base, donc c'est un congé qui va être rémunéré en fonction de la durée. Dans un premier temps, on va avoir un 18 semaines qu'on pourra mettre à partir de la 26e semaine de grossesse, ou même jusqu'au jour de l'accouchement, on pourra le déclencher. Et après, on a un quota de 18 semaines, c'est ça qu'on va appeler le congé maternité. Après ça pourra se succéder le congé parental, qui va être un quota de 32 semaines qu'on pourra partager avec le papa. Donc niveau rémunération pour ce congé de base, les 18 premières semaines du congé maternité seront rémunérées en fait à 70% du brut que vous avez avant la grossesse. Au niveau des admissibilités, je vous invite à aller voir sur le site de rqap.gouv. C'est comme ça que s'appelle en fait le régime, c'est la RQAP. C'est ça qui va vous payer. Donc après, c'est
18 premières semaines rémunérées à 70%, on va pouvoir toucher 32 semaines partageables avec le papa, le conjoint, la conjointe, qui vont être aussi rémunérées 7 premières semaines à 70, puis le reste à 50% de notre salaire d'avant. Voilà, ça c'est la base. Dans ce régime de base, le papa pourra toucher à l'accouchement 5 semaines avec sa conjointe pour son congé paternité. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le régime de base qui est grosso modo rémunéré entre 70 à 50% jusqu'où on le prend. Deuxième régime, le régime particulier. Donc c'est un régime qui va être mieux rémunéré mais qui va être plus court. Le premier, si on fait le calcul, ça va à peu près jusqu'à la première année de l'enfant, on va pouvoir le prendre toutes ces semaines-là. Donc ce qui laisse un laps de temps assez grand avec le bébé. Dans le deuxième, c'est un régime particulier. Pourquoi? Parce qu'il est plus court et donc mieux rémunéré comme je vous le disais. La maternité, on va aussi avoir 15 semaines, donc c'est un peu plus court par rapport aux 18 premières semaines du régime de base. Et le papa aura 3 semaines cette fois-ci. Niveau rémunération, 75% comme je vous le disais. Après, pour le congé parental, on a un quota de 25 semaines partageable entre le père ou la mère, ou le conjointe, et il va être rémunéré à 75%. Et depuis le 1er janvier 2021, en fait, je lis un peu vite là le site internet, des semaines ont été rajoutées si vraiment vous donnez une grosse partie du partageable au conjoint. Des semaines supplémentaires vont se rajouter, donc c'est vraiment un calcul à faire. Qu'est-ce que vous voulez vous avec votre enfant, combien de temps vous voulez rester avec lui, combien de temps vous pouvez aussi niveau budget, et tout ça on va vous le demander de déclarer en fait quel choix de régime vous voulez avoir à partir du moment où vous le donnez. Vous ne pouvez plus changer, ça vaut aussi pour le père. Donc c'est vraiment un calcul à faire. Moi comment j'ai fait, avant même que la grossesse soit commencée, j'avais commencé à calculer si déjà j'étais éligible à ce RQAP parce que j'avais un statut de travailleur autonome, si j'avais assez travaillé aussi pour avoir le droit, parce que combien d'expatriés sont arrivés et puis n'ayant pas assez travaillé ne se sont retrouvés sans régime de maternité. Donc voilà, on peut faire des simulations, sachant que sur les sites internet vous trouverez en fait des simulateurs pour avoir une idée de l'indemnisation qu'on peut avoir. Et moi ce que j'avais fait, c'est que je les avais appelés directement avec mon cas, qui était assez distinct, et pour vraiment pouvoir quantifier le montant que j'allais recevoir en allocation. Donc là c'est les particularités plutôt pour un enfant. Si vous avez une grossesse multiple ou si vous avez une adoption, les prestations sont un peu revues, donc tout ça il y a le détail en fait sur le site de la RQAP. Et enfin un dernier point, le suivi de bébé. Comment ça se passe si vous avez la chance d'avoir un médecin de famille ici, c'est-à-dire un médecin qu'on vous aura attribué qui fera obligatoirement votre suivi. Vous pourrez aller le voir en consultation avec votre enfant qui pourra rajouter normalement s'il le veut bien sur ses dossiers. Et après vous pourrez commencer le suivi avec lui. Personnellement, j'ai pu voir ma médecin de famille, nous avons la chance d'en avoir un, ou plutôt nous avons un médecin, nous avons une infirmière spécialisée. Nous l'avons vue 1 ou 2 mois, je ne me rappelle plus vraiment, et je ne l'avais pas trouvé très à l'aise avec un nouveau-né. Donc c'est pour ça que je me suis mise en quête d'un pédiatre. On peut avoir des pédiatres, mais souvent ici c'est comme les spécialités, c'est souvent pour les personnes qui ont vraiment des soucis, et j'ai l'impression que ça a changé, ne serait-ce qu'en 1 an. Les pédiatres ne prennent que les enfants ayant des soucis de santé majeurs. Donc j'ai eu la chance, nous avons eu la chance d'avoir un pédiatre grâce à une requête, une recommandation écrite de la sage-femme que bébé voit dans tous ses examens réguliers. La dernière fois il n'a pas pu parce qu'il était malade ce médecin, mais on a été voir un autre médecin de famille, c'est très bien passé. Je trouve qu'en grandissant elle était plus à l'aise avec un suivi d'un enfant. Donc si vous n'avez pas de médecin de famille, vous pouvez aller à des cliniques de sans rendez-vous ou à des cliniques privées. Bien sûr il faudra mettre un petit peu de sous. Voilà, je pense qu'on en a fait le tour. Voilà pour notre expérience de grossesse et d'accouchement ici au Canada et plus précisément au Québec.
Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était super sympa de partager ça avec vous. J'espère que ça en aiguille certains si vous comptez être enceinte ou vous l'êtes et que vous êtes un peu perdu dans le système. Donc j'espère que ça vous a plu, ce format sur la grossesse au Canada et plus précisément au Québec. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre toute notre actualité. On est aussi présent sur Instagram, sur Direction The World, et sur Facebook sous le même nom. Je vais vous mettre tous les liens ici. Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo. Merci!